Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai eu pas mal d'épreuves entre temps, auxquelles deux que j'aimerais vous faire part, dont j'aimerais vous faire part, c'est j'ai appris que j'avais un cancer, et puis le combat devait se mener, et d'ailleurs il se mène. Et puis 3 mois après, mon enfant décède. Donc j'ai dû cumuler les deux en même temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter peut-être une aide, peut-être quelque chose qui va vous permettre aussi, si quelqu'un vit ça, indépendamment des deux, peut-être un ou l'autre, ou les deux en même temps, parce que c'est extrêmement dur en plus de ça, parce que j'ai essayé de me documenter, j'ai essayé de savoir, j'ai essayé de comprendre, pour pouvoir me donner la force, parce que j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Et le cancer à ce moment-là disparaît, j'y ai même plus pensé du tout. J'ai pensé qu'à mon fils, parce que j'ai perdu mon fils, de mort assez brutale, 3 mois après avoir appris que j'avais le cancer et que je commençais le combat. Donc c'était assez redoutable et très difficile. Donc si tout d'un coup il y a des mamans, des papas, des gens, tout simplement, qui se reconnaissent dans ce parcours-là, enfin, si difficile, j'aimerais leur apporter peut-être un éclaircissement, ou en tout cas un brin d'espoir. J'en sais rien, on peut même pas parler d'espoir. Parce que tout s'enchaîne si vite. Et c'est, au départ, c'est toujours, parce que ça fait seulement, même pas 4 mois que mon enfant est enterré, et ça fait simplement 4 mois que je me bats en parallèle. Donc, ce qui est très étrange, c'est que le cancer passe en second plan, que la tristesse, la souffrance d'avoir perdu un enfant est telle que on a ce chagrin, ce désespoir, on est brisé, et on doit en même temps se battre pour une maladie qui nous bouffe. Donc c'est... Alors qu'on est en train de mourir aussi de l'autre côté de chagrin, quoi. C'est ça qui est tellement... Tout est tellement sans dessus dessous, et tellement étrange, et tellement inhumain, surnaturel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous expliquer ce par quoi je passe, et ce par quoi ma tête, elle est complètement... mon corps, mon âme, je souffre partout, je souffre tout le temps. Dans ma chair, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes réflexions, tout est différent. C'est comme si mon cerveau, il était en train de se resetter, comme si il était en train de se reformater, je sais plus, je me reconnais même pas. Toutes ces épreuves, toutes ces étapes qu'on doit passer, parce que en plus de ça, non seulement on nous parle qu'il faut passer des étapes quand on n'a que le cancer, d'acceptation, de déni, de ci, de ça, de machin, de trucs, et puis quand on est aussi dans la phase du deuil. Moi, j'ai les deux réunis. Donc ça veut dire que j'ai double mise, double peine. Ça veut dire que voilà, si je suis en déni pour une raison, je ne le suis pas forcément pour l'autre. Si je suis dans le chagrin pour mon fils et que je me rends compte tout d'un coup, j'ai une prise de conscience pour le cancer, tout est sans dessus-dessous, tout est bouleversé, tout est sans dessus-dessous. Donc aujourd'hui, j'apporte ce témoignage pour donner du courage quand même, malgré tout, parce qu'il faut. Et puis ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que l'instinct de survie prend la place. Parce que en fait, on n'en meurt pas. Quand j'ai perdu mon fils, je pensais vraiment que j'allais mourir de chagrin. Et mes organes vitaux ont commencé à s'arrêter les uns après les autres. Mes reins, mon cœur, mon foie, il y a tout qui a failli basculer. L'hôpital a été vraiment formidable et m'a sauvé la vie, c'est sûr. J'ai été au départ très entourée, aidée par ma famille. Et puis très vite, ils ont repris leurs activités respectives et puis ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Aujourd'hui, maintenant, je me retrouve dans un boulevard de solitude et auquel je dois, moi, mener ce combat. Je suis partie dans ce couloir, pieds nus, sans rien. Et c'est très difficile de monter, de gravir une montagne et de monter pieds nus. C'est super difficile. Ça fait mal, c'est douloureux. Ce couloir, il me tourne le dos et je ne sais pas si j'aurai la chance de revenir en arrière et puis de pouvoir ouvrir les portes et dire « Je suis revenue, je suis revenue ». Je ne sais pas mon espérance de vie, je ne sais rien du tout. La seule chose que je sais, étonnamment, c'est que j'ai eu des résultats positifs au premier résultat, face à mon cancer et à cette lutte. Et c'est très étonnant d'ailleurs. Donc je voulais simplement dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir si ça leur arrive, ou si ça arrive à quelqu'un. Et la seule chose aussi que je vous demande aussi, enfin, c'est juste de pouvoir accepter les larmes de l'autre, juste en silence. Pas besoin de parler, pas besoin de dire des choses pour combler le vide parce que vous êtes gêné ou parce que, peu importe. Laissez la place à l'autre, dans son deuil, de pleurer, d'être juste ce qu'elle est sur le moment, c'est tout, sans dire oui mais pour ci, pour ça. Alors j'en ai entendu des conneries, mais vous avez même pas idée des conneries, mais pas. C'est juste parce que voilà, les gens veulent combler, ils supportent pas le vide, ils supportent pas le silence, parce qu'on pleure, parce que c'est tellement douloureux que eux, du coup, ils savent pas comment faire. C'est tellement douloureux ce qu'on vit, c'est tellement dingue ce qu'on vit, que du coup, l'autre en face, Bichette, il se dit, bah non, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je vais trouver comme mot, juste taisez-vous, dites rien, dites juste rien, laissez-la pleurer, laissez la place aux larmes, laissez la place dans l'espace dans lequel se passe cette histoire, à sa place, quoi. Genre, c'est important pour celui qui est endeuillé de savoir qu'on est là, mais il n'a pas envie d'entendre. Il est dans un monde meilleur. Il est ci, il est ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Mais qui détient la vérité? Personne ne détient la vérité. Nous avons tous des convictions, mais au final, personne ne détient la vérité. Personne ne détient la vérité. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que quand nous sommes dans le deuil, quand nous sommes dans ce trauma, dans cette dynamique-là, on n'a pas envie d'entendre certaines choses et on n'a juste rien envie d'entendre. On a juste envie d'être pris dans les bras, et même pas forcément, mais en tout cas, être compris. Parce que condoléance, ça veut dire je ressens ta douleur, je ressens ta souffrance. Donc respecter, c'est juste ça qui est très important. Parce que tout le monde fait de son mieux, et tout le monde a de la peine, et tout le monde a du chagrin, mais c'est très difficile de gérer, ça j'en suis très consciente, et je remercie aujourd'hui tous ceux qui l'ont fait, qui m'ont soutenu, Mais après le chemin, on lâche les mains, et on doit aller seul, comme un enfant qui se lance pour la première fois pour marcher. C'est vraiment quelque chose que personne ne peut nous prendre, personne ne peut nous enlever ça. C'est tellement douloureux qu'on a envie de tout arrêter, on a envie d'arrêter de souffrir. Et puis on peut même en vouloir aux autres. De nous avoir laissés, de ne pas nous appeler, de nous laisser sur messagerie. Mais en fait, on s'aperçoit très vite que on doit nous lâcher la main pour nous parcourir cet itinéraire qui est transcendantal, qui est juste inhumain. Et on y va, on va dans les abysses de notre moi profond. On se rend compte de qui nous sommes. Et moi, je veux y aller. Donc j'ai décidé de mener ce combat, quand bien mal, et d'aller pieds nus, parcourir et monter, et redescendre les montagnes, et y aller quand même, et faire ce putain de couloir. Je sais pas si je reviendrai, franchement. Mais en tout cas, la seule chose que j'aurais appris dans tout ça, c'est que le coffre que moi j'ai, la capacité que j'ai à vouloir aller me surpasser et aller jusqu'au bout,
Peut-être qu'il y aura des couleurs au bout de ce couloir. Peut-être qu'il y aura une porte. Et que cette porte sera formidable. Et elle sera ouverte pour moi. Ça s'appelle l'espoir. Peu importe. Je veux y aller, savoir jusqu'où moi je suis capable d'aller. Jusqu'où mon combat, mon corps, mon âme peut endurer ce que je suis en train d'endurer, qui est juste inhumain. Alors, tant qu'à faire, autant y aller. Moi, je veux me soigner à tout prix. Je veux me soigner à tout prix. Et je veux surmonter le deuil de mon enfant à tout prix. Et je sais qu'il est là, je sais. Parce que j'ai la foi. Parce que je sais. Je sais. Donc, j'en reviens à dire à toutes les mamans du monde, tous les papas du monde, toutes les grand-mères, tous les gens qui vivent une situation similaire. Il faut juste lâcher. Ça ne sert à rien de tenir une corde et la tenir à tout prix et on glisse, on se brûle les mains. C'est où on meurt, ou on continue. Parce que mourir, on peut. Du coup, on pense 1000 fois au suicide. Des milliers de fois, des millions de fois. Et jamais l'instinct de survie est incroyable. L'instinct de survie nous tient. Incroyable. On pense à la mort tout le temps parce que c'est une délivrance. Mais du coup, quand on a le cancer, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que du coup, on arrête les traitements. Qu'est-ce qu'on va se casser la tête à se suicider alors qu'on a le cancer à un stade en plus super avancé. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? On arrête la chimio, on arrête l'immuno, on arrête tout. Et dans un mois, je suis morte. Et je me fais pas chier à me suicider. Et puis au moins au niveau moral, j'aurais rien à me reprocher. Non, ça va au-delà. Notre cerveau, il est complètement en ébullition. Notre cerveau, il est retourné. C'est terminé. Le sens de la réflexion est différent. Nous n'avons plus la même fonction. C'est pour ça que nous faisons... On est comme à part. On ne fait plus partie. Le monde est là, tourne là. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, on peut garder les pieds sur terre. Mais il ne nous intéresse plus. Il nous indiffère. Et on a besoin de se replier, de réfléchir, parce qu'on ne fonctionne plus. Et on ne peut plus fonctionner de la même façon. On ne peut plus se réjouir de rien. Nous sommes trop en tristesse, profondément. On est détruit, on est fondu. Alors, le truc positif, vous me direz, dans tout ça, c'est que quand on fond une matière, on peut après remouler pour avoir un beau bijou ou pour avoir une nouvelle forme. C'est ce que j'espère. D'où mon combat. Mais, si demain, mon cancer a raison de moi, c'est comme ça. C'est pas... Aujourd'hui, je pleure sur mon fils. Mon fils est mort. Et c'est à ça que je pense tous les jours. Tous les jours. Le seul moment où je pense à mon cancer, c'est quand je suis à l'hôpital et que je me fais traiter. Et puis, qui me donne quand même une ou deux bonnes nouvelles. Et ça, c'est cadeau. Je voulais aussi parler des gens du corps médical, du corps soignant qui est vraiment extraordinaire, qui est une équipe formidable, auquel je les honore et que je les remercie infiniment. Ils sont formidables avec moi. Ils me donnent une qualité d'écoute, ils sont au taquet, ils laissent rien passer, ils sont au niveau des soins, au niveau à tous les niveaux. Les assurances maladie également sont formidables. En tout cas la mienne. Ça, c'est très important de le signaler parce que ça fait partie d'une équipe, ça fait partie vraiment mon oncologue qui est juste formidable et qui laisse rien passer, vraiment. Il m'a sauvé la vie, ils m'ont sauvé tous la vie, mais lui, il m'a sauvé la vie. Il est au taquet, il est vraiment formidable. Donc, je voulais les remercier vraiment du plus profond de mon cœur parce que c'est très important. Ils font un boulot extraordinaire et en plus, ils sont tellement modestes. Tellement humble, tellement. Ça peut m'en arracher des larmes. Ils sont réconfortants, ils demandent rien en retour. On dirait qu'ils sont formés pour être gentils. Alors, quand on part dans ce tourbillon,
tout est surnaturel. Il n'y a plus rien de rien, il n'y a plus rien. On vit dans le surnaturel, tout le temps. C'est juste pas possible. Comment est-ce possible? Comment? Et puis, on se réfugie dans le sommeil, on se réfugie... Alors en plus, j'ai eu un problème de rein, donc j'ai même pas pu prendre d'antidépresseurs, j'ai rien pu prendre pour m'aider. Rien. Donc c'était vraiment brutal, parce que je devais tout assimiler, tout. J'ai vécu tout en direct, tout. J'ai rien eu d'anesthésiant, rien, parce que je pouvais rien prendre, rien. Donc j'ai vécu de façon brutale, sans aucun réconfort médicamenteux, rien, pour traverser ça. Mais c'est bien, parce que finalement j'ai pu comprendre l'itinéraire d'un deuil, comprendre aussi, parce que le cancer aussi, c'est douloureux, c'est difficile, c'est un combat. Mais est-ce que les enjeux parfois se disent valables? Je sais pas. Parce que la souffrance de perdre un enfant, elle est telle que on n'en a plus rien à foutre, en fait. De mourir. Alors, est-ce que le combat, il en vaut la peine? Alors oui. J'ai un autre enfant, j'ai des proches... J'ai mes petits, j'ai aussi des animaux que j'aime profondément, mais est-ce que ça peut suffire? Je sais pas jusqu'où ça peut suffire, mais en tout cas ça suffit pour l'instant à me faire rester. Le cancer, il est là. Je vous dis, si j'en ai marre, ben j'arrête le traitement, mais j'ai pas envie d'arrêter le traitement, j'en ai pas marre, je veux vivre. Les quelques petites années qui me restent, si Inch'Allah j'ai quelques petites années à vivre, j'ai aucune idée, c'est cette incertitude aussi. Je peux même plus prendre l'initiative de peindre ma maison ou de m'investir dans quoi que ce soit ou de m'acheter même un t-shirt. Parce que de toute façon, si je meurs dans 2 mois, ce t-shirt, il va devenir quoi? Il va finir, je sais pas, à Emmaüs ou j'en sais rien. Tout est complètement faussé, tout est sans dessus dessous. C'est terrible d'avoir une échéance comme ça et de se dire face à notre propre finitude, alors qu'en fait, on le sait depuis le départ qu'on va mourir. On le sait. Mais quand? Et puis pas comme ça, j'ai pas envie de mourir comme ça. Qu'ils aillent tous se faire foutre, moi je peux pas mourir comme ça. Je veux me battre, j'ai bien l'intention. Mais le chagrin est tel que ça prend toute la place en fait. Quand il m'a dit que mon cancer il avait régressé de façon considérable grâce à l'immunothérapie et tout ça, et j'ai même pas pu me réjouir. Mon fils est mort, je peux même pas lui dire. Il avait tellement peur, il était tellement triste. Je peux même pas lui dire que ça va mieux. Et me réjouir de ça. C'est terrible. Donc, le positif, c'est que les résultats, je touche encore du bois, sont... J'ai juste 30% encore à combattre le cancer, et puis après, ils estiment que ça va aller mieux. Enfin, que je serai guérie. Mais mon fils ne sera pas ressuscité. Donc, je dois apprendre à vivre avec ça, avec le cancer. La mort de mon fils et tout. Bon, j'ai décidé... De toute façon, j'ai rien décidé du tout, parce que c'est là où on voit qu'on est peu de choses, on décide rien du tout. C'est simplement d'être plongé dans ce tourbillon qui nous échappe et puis qui nous plonge face à la mort. Parce que finalement, la mort en soi, c'est... Quand on souffre trop, elle fait même pas peur. Puis j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, et je suis convaincue que c'est une alliée. Donc dans mon cas précisément, ça peut être qu'une alliée. J'entends... si le cancer s'avoue merdique et puis qu'il a raison de moi, elle me prendra et puis je me casse, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Mourir de chagrin, on a toujours l'impression qu'on va mourir de chagrin. J'ai toujours cette opportunité. Je peux pas me réjouir en me disant, voilà, bon, je surmonte le deuil, dans 1 an ou 2 ça va mieux, je me fais un beau voyage, mais je suis malade. Donc même ça, l'équation est faussée. C'est de la merde. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vivons ponctuellement le moment présent et profitons au maximum de ce que nous avons autour de nous. Mais encore une fois, c'est difficile de profiter.
Parce que nous sommes tellement enclins à être véhiculés par cette putain de tristesse de merde que ça nous gâche toute la vue. Alors, les gens qui sont autour de moi font ce qu'ils peuvent. En tout cas, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais il n'empêche que nous sommes quand même dans un boulevard de solitude. Je suis dans un boulevard de solitude profond. Et je ne sais pas... j'ai lâché la main parce que j'apprenais à marcher. Et j'ai lâché la main de ceux qui essayaient de me tenir debout. Et maintenant, j'ai réussi à faire mes premiers pas et je continue le chemin toute seule. Et c'est de s'apercevoir qu'on est tout seul dans cette solitude que personne ne peut nous prendre. Personne ne peut se mettre à notre place. Personne. Si c'est pas nous qui avons le déclic. Alors on a tendance à reprocher à l'autre de ne pas être là, de ci, de ça. Mais en fait, si on n'a pas décidé d'apprendre à marcher, on ne sait pas marcher. Il peut faire tout ce qu'il veut et nous tenir pendant 10 ans. On ne sait pas marcher, c'est tout. Et on n'a pas le déclic, alors on ne se lance pas. Donc j'en sais plus rien, je sais plus rien. Simplement la seule chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut absolument, malgré tout ce qui se passe, malgré la façon dont vous êtes chaussés, que vous soyez pieds nus, en tongs, en caterpillar, en bottes, peu importe ce que vous portez aux pieds, il ne faut jamais oublier que de toute façon, à un moment donné, ça s'use. Et c'est lourd, c'est difficile, c'est long. Le temps est comme en suspension. Et on passe ces putains d'étapes de merde. Alors l'acceptation, le déni, la négociation, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Tout ça, comme si qu'on ne le savait pas. Comme si qu'on ne savait pas tout ça. Alors ça peut aider, sans doute. Mais j'avoue que sur le moment, on n'en a absolument rien à foutre. Sur le moment, on pleure et c'est tout. Ce qui compte le plus, c'est d'être bien entouré. De pouvoir parler à quelqu'un qui t'écoute, qui supporte cette colère. Parce que c'est vrai que quand on est en colère et quand on est dans la phase de colère, le pauvre, l'autre en face, il déguste. Hein. Mais avant que lui déguste, c'est nous qui avons dégusté. Et on en prend plein la gueule. Et en plus, on est sur le chemin de l'incertitude. Donc nous, en plus, on sait rien. Nous, on a le cancer, on va crever. Quand on n'en sait rien, mais on va crever. Et en plus de ça, on a perdu notre enfant. Alors l'autre en face qui doit encaisser, c'est la merde. Mais c'est pour ça que c'est important qu'il soit tolérant. C'est que pour nous, c'est... Eh ben, c'est le ticket qu'on a tous dans la poche, mais que je vais sortir, quoi. Du portefeuille, en espérant le plus longtemps possible, mais je ne sais aucune idée. Et c'est cette incertitude qui bouffe la vie. Je peux même pas ranger mon jardin, je peux même pas m'acheter une piscine, je peux plus rien faire, je pense à donner mes affaires, je pense à tout faire parce que je sais pas si je vais vivre ou mourir, c'est quand même fou ça. Tout est fou, tout est dingue, tout est complètement démesuré, tout est... Alors quand c'est notre heure, je crois. Regardez, mon fils, il avait 30 ans. Il est mort dans son sommeil. Je suis rentrée, c'était son anniversaire. Et il était mort. J'avais ses cadeaux, j'avais tout. Comme quoi on n'est rien. C'était pas dans l'ordre des choses, c'est moi qui avais le cancer. Et c'est moi qui devais partir avant. Pas lui. Et lui, Bichette, il me surveillait la nuit. Il était tellement gentil. Il avait tellement peur toujours pour moi. Et moi pour lui. Alors, vivre avec ça, on n'a pas le choix. Puis en plus, j'ai une fille qui fait ce qu'elle peut aussi. Qui fait ce qu'elle peut. Elle doit se protéger. C'est dur pour elle aussi. Elle fait ce qu'elle peut.
En tout cas, c'était très important pour moi de dire tout ça. Et puis de vous en parler, et puis je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Mais la route est longue. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle va être abrégée. J'ai aucune idée. Voilà. Alors je vous embrasse et puis ne perdez surtout pas courage. Et puis mettez-moi 2-3 commentaires si vous avez envie. Mais il faut juste pas perdre courage. Parce que franchement, je vous jure que le matin, quand je suis allée faire ce putain de scanner, j'étais sûre que j'étais foutue. J'étais sûre. J'étais sûre que le cancer avait pris toute la place parce que je suis tellement triste et je pleure tellement jour et nuit. Nuit et jour. Je suis tellement triste d'avoir perdu l'amour de ma vie que j'en ai tellement plus rien à foutre du cancer que j'étais sûre que j'étais prête. Et quand ils m'ont dit que j'avais 70% de guérison, j'étais sidérée. Mais sidérée. Alors vous voyez, la science, ils sont formidables, ils font des progrès énormes qui n'ont absolument rien à voir avec notre psyché, quoi. Et puis si, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vaincre, j'ai l'instinct de survie qui s'est mis en place et j'ai absolument pas du tout envie de mourir parce que j'ai des raisons de rester ici. Donc il faut se trouver absolument une raison pour rester ici, même si c'est une coccinelle, même si c'est une souris que vous avez dans une cage. Il faut garder espoir, il faut vous accrocher. Et quand même, ça joue un grand rôle de continuer quand même. Et peu importe. De toute façon, quand on a les deux, on a le choix. Et ou on se suicide, ou on se laisse mourir du cancer et on arrête les traitements. Alors du coup, autant pas se casser la tête. Laissons le cancer faire. Moi, j'ai pas du tout envie au niveau éthique et moral de me suicider. Hein. Puis j'ai pas du tout l'envie d'ailleurs. Alors en aucun cas. Hein. J'aime la vie et je veux vivre à tout prix et rester ici et j'ai encore des choses à faire. C'est pas mon heure. Pas comme ça et c'est pas encore mon heure. Donc c'est non, je refuse. Totalement. Et il faut faire pareil si c'est le cas. Et ceux qui accompagnent les gens qui sont comme nous, en deuil, s'il vous plaît, sachez vous taire et laissez la place aux larmes. Laissez la place au silence. C'est pas grave si on dit rien. Quelqu'un pleure, mais c'est pas grave, laissez-le pleurer. Pourquoi vous voulez à tout prix meubler le silence et dire n'importe quoi en plus? Parce que la plupart du temps, c'est de la maladresse. C'est pas de la... C'est juste parce que voilà, on sait pas quoi dire, alors on doit dire ah mais il est mieux là où il est dans un monde meilleur. Nanani. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais taisez-vous quoi. Alors, c'est gentil, c'est pas du tout mal intentionné et pardon si je dois dire ça parce que il y a que de l'amour et de l'accompagnement et chacun fait comme il peut, chacun fait comme il peut, suivant ses convictions et l'amour aussi qu'il nous porte. Vraiment. Et je tiens à dire à tous ceux qui m'accompagnent et qui m'ont accompagné, merci. Merci, vraiment, c'était précieux et ça l'est toujours d'ailleurs. Et je vous souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui écoutent ce que je dis, à tous ceux qui versent des larmes au moment où je vous parle de ça. Parce qu'un enfant, beaucoup de mamans perdent, hélas, malheureusement, et des papas, et des frères, des sœurs, des grands-mères, des grands-pères, peu importe. Donc, vraiment, et il ne faut pas hésiter à pleurer. De toute façon. Alors, on entend aussi, ah, mais arrête de pleurer, tu le retiens. Mais arrête de pleurer. Mais quoi, arrête de pleurer, tu le retiens? Tu retiens rien du tout, c'est normal de pleurer. On retient quoi? On retient quoi? On ne retient rien du tout. On pleure, c'est tout. C'est trop dur de vivre ça. Alors non, faut que t'arrêtes de pleurer au bout de 2 mois. Arrête de pleurer. Mais qui arrête de pleurer? Ça aussi, c'est des conneries. Pourquoi faut arrêter de pleurer? Ah, parce que voilà, un argument que les gens avancent. Hein, on se demande d'où ils vont le pêcher. Ah, faut arrêter de pleurer parce que tu retiens son âme. Tu le retiens, tu lui fais du mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu viens me dire à moi? Bon sang de bonsoir. Alors, tous ces trucs-là, vraiment, faut arrêter à un moment donné, là. Faut juste arrêter de raconter des conneries. Et en tout cas, moi, maintenant, les autres, ils font ce qu'ils veulent.
Il est mieux dans un autre monde, il est mieux mort, il est mieux là où il est, puis arrête de pleurer, puis arrête de faire ci, et puis donne ses affaires, et puis nanani, puis il faut aller de l'avant, et puis nanane, bah, oh, c'est bon là. Chacun a son rythme de faire son deuil, et puis de quel droit il nous parle comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, les endeuillés s'isolent, restent seuls, parce que ça suffit, c'est bon là, nous raconter tout ça. Mais en même temps, les gens sont formidables et ils font ce qu'ils peuvent. Et je tiens vraiment à les remercier et à leur accorder vraiment un pardon s'il y a lieu de le dire, parce que c'est vrai qu'on est dans des phases de colère, des choses qu'on peut dire ou... Mais je tenais quand même à remercier tout le monde. Et puis si j'en ai heurté quelques-uns, de leur demander de me pardonner et puis de comprendre ce que je vis. Et à tous les papas, toutes les mamans, et à tous les gens du monde entier, je leur souhaite bien du courage, vraiment, du plus profond de mon cœur. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, jamais qui vous êtes, ce pourquoi vous vous battez. Et puis que des fois, il peut y avoir des jolies couleurs au fond du couloir. Je vous embrasse à tous. Au revoir.